Bienvenue dans ce webinaire d'information sur l'appel à projet d'aires protégées en territoire public lancé par le gouvernement du Québec. Donc, merci pour l'introduction, Ingrid. Je me présente, Francis Desnoyers, responsable aires protégées Sud du Québec à la SNAP Québec. Je serai votre présentateur pour aujourd'hui. Donc, voici la structure de la présentation qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va avoir une mise en contexte. Ensuite, on va regarder les outils de protection des territoires disponibles. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec l'appel à projet lui-même, suivi d'un survol du formulaire en ligne, et on va terminer avec une précision du rôle de la SNAP Québec. Donc, depuis la COP 15 qui s'est déroulée en 2022 à Montréal, la cible phare, la cible 3 du cadre mondial de la biodiversité Coming Montréal est un incontournable de toute conversation entourant la conservation au Québec. C'est à ce moment-là que le Québec s'est engagé à respecter 30 de milieux terrestres et marins conservés d'ici 2030. Cet engagement-là est aussi résumé parfois là, par l'expression 30 par 30. Donc, pour favoriser l'atteinte de cet objectif-là, et parce que la création et le succès des aires protégées en territoire public, ça dépend fortement de l'acceptabilité sociale, le gouvernement a décidé de miser sur la mobilisation citoyenne pour créer de nouvelles aires protégées en cohérence avec la vision des acteurs locaux et régionaux. C'est dans cette optique-là là, que le gouvernement a décidé de lancer un appel à projet ouvert à tous. Donc, si on regarde la situation actuelle au Québec, quelques faits saillants, là, on est à près de 17 de milieu continental, donc tout ce qui est terrestre et eau douce protégé, et 10 donc 10,39 du milieu marin et côtier qui est actuellement protégé. En regardant la carte qui est disponible à la droite de votre écran, on constate qu'il y a un certain déséquilibre entre les aires protégées qui sont dans le nord du Québec et ceux dans le sud du Québec. C'est sûr que ce déséquilibre-là est amplifié par la projection de la carte, mais ça demeure qu'il y en a quand même un. Et l'appel à projet, donc, vise le sud du Québec, ça vise à accélérer la cadence dans le sud du Québec. Donc, en territoire public, dans le sud du Québec, il y a plusieurs défis, mais l'appel à projet là, vise à pallier ça. Donc, les outils disponibles pour la protection du territoire, il y en existe beaucoup, qui sont autant des outils de protection que de mise en valeur du territoire public. Comme son nom l'indique, seule l'implantation d'aires protégées est disponible dans le contexte d'appel à projet d'aires protégées en territoire public. Donc, c'est important de définir ce qu'est une aire protégée avant de poursuivre. L'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'UICN produit des guides et des lignes directrices internationales sur lesquelles le Québec s'appuie pour consolider son réseau d'aires protégées. Et voici leur définition d'aires protégées. Donc, c'est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Si on regarde un peu plus ce que ça signifie, donc on a un espace géographique clairement défini, donc on parle d'une carte. Ensuite, reconnu, donc on a une désignation officielle. Au Québec, c'est à travers le registre des aires protégées du MELCCFP. Consacré, donc la priorité, ça demeure vraiment la conservation, donc la protection de la biodiversité. Géré, donc on a une autorité de gestion, on a une structure de gestion et un plan de conservation. Et juridique ou autre, donc on a des outils législatifs et réglementaires à mettre en place. Donc, également à noter, selon les lignes directrices, les activités industrielles sont interdites en tout temps dans les aires protégées. C'est pas parce que les activités industrielles sont interdites que c'est impossible de faire de la mise en valeur au sein des aires protégées. Donc, ici, on voit les statuts qui sont applicables à l'appel à projet et selon les catégories d'aires protégées de l'UICN. Donc, de gauche à droite, on va d'un degré de flexibilité vraiment moindre vers un degré de flexibilité beaucoup plus élevé. Par exemple, ici, on a la réserve écologique qui est finalement l'équivalent de ce qu'on appelle régulièrement la cloche de verre. Donc, c'est vraiment un milieu qui est vraiment fermé à l'humain, sauf pour certaines activités scientifiques et éducatives. Et à l'autre extrême, on a un paysage humanisé qui, là, c'est très flexible. Ça peut intégrer même des habitations, une ville, etc. Donc, on a vraiment là, une variabilité au niveau de la flexibilité des statuts. Ce qui est très important de se rappeler, c'est bien l'objectif principal de tous ces statuts, ça demeure la protection de la biodiversité de ces valeurs, mais il y a quand même beaucoup de co-bénéfices qui peuvent être tirés de ces aires protégées-là. Donc, par exemple, on peut préserver les paysages d'intérêt, des luttes pratiques de plein air, maintenir des services écologiques, des milieux naturels et autres. Une autre chose qui est importante aussi, là, parce que rapidement, ça peut devenir très complexe et mener de la confusion dans les discussions de statut d'aires protégées.
Comme l'appel à projet aussi s'adresse à tout le monde. Donc, vraiment, là, il ne faut pas nécessairement s'enfarger dans ces statuts-là. C'est important de bien définir en premier les objectifs de conservation qu'on a et les régimes d'activité qu'on souhaite conserver sur le territoire. Ensuite, on pourra établir un statut qui est en cohérence avec ça. Si vous êtes moins au courant aussi, à moins d'avis contraire, là, pour des projets particuliers, nous, on recommande l'utilisation des statuts de réserve de biodiversité pour les milieux qui sont continentaux, donc terrestres ou eau douce, et les réserves marines pour le milieu marin. La réserve de biodiversité, par exemple, là, c'est un statut polyvalent qui convient bien à la réalité du sud du Québec. Ça permet le récréotourisme, la chasse, la pêche. Au Québec, il y a des parcs régionaux, des ecs, des pourvoiries qui sont protégés avec des réserves de biodiversité sans y nuire aux activités. Au contraire, ça permet de protéger le capital nature. Donc, si vous voulez plus d'informations par rapport aux statuts qui sont disponibles, vous allez pouvoir en trouver sur le site du ministère, donc sur le site du gouvernement. Je pourrais vous montrer là, les liens tout à l'heure. Si on rentre dans le vif du sujet, donc l'appel à projet d'air protégé en territoire public du gouvernement du Québec. Les éléments importants à retenir. Donc, l'objectif de l'appel à projet, vous l'aurez compris, c'est d'identifier des projets potentiels d'air protégé d'initiatives locales et régionales pour favoriser l'atteinte du 30 %, évidemment d'ici 2030, parce que l'échéancier nous amène en 2027. Donc, pourquoi créer de nouvelles aires protégées au Québec? Il y a plusieurs raisons. Ici, on en a mis 3. Donc, protéger sa riche biodiversité, ses écosystèmes exceptionnels et par le fait même ses valeurs bioculturelles. Favoriser la connectivité écologique et la résilience des milieux naturels. C'est bien connu, la connectivité écologique, surtout dans le contexte des changements climatiques, devient un sujet vraiment important. Il faut le prendre en compte. On ne veut pas simplement créer des milieux protégés de manière isolée. Il faut les connecter entre eux pour permettre le mouvement des espèces. Et ensuite, dernier point, donc pour favoriser l'accès à la nature près des bassins de population. Donc, en ciblant le sud du Québec et en incitant la participation de la population, ça vise à justement créer des aires protégées près des gens. Donc, qui peut participer? Toute personne ou organisation qui souhaite conserver à perpétuité un milieu naturel en territoire public peut déposer un projet. Donc, absolument tout le monde. Quand est-ce qu'on peut le faire? Là? On peut le faire dès maintenant et on a jusqu'au 15 octobre 2024. Donc, la période est assez courte pour déposer des projets. Je pourrais y revenir, mais l'important à l'étape actuelle, c'est vraiment de déposer les projets. Toute documentation peut être bonifiée entre ce moment-ci et les prochaines étapes qu'on va détailler tout de suite. Donc, le territoire d'application. Le territoire d'application pour l'appel à projet est assez vaste. Donc, à l'exception de la région du nord du Québec, la région 10, tout le territoire public de la province est ciblé. Ça inclut autant les milieux continentaux, donc quand on dit continentaux, on parle de ce qui est terrestre et eau douce, que les milieux marins et côtiers. Donc, il est à noter qu'un processus parallèle est en cours pour le nord du Québec. Si vous voulez explorer un peu plus les territoires publics qui sont disponibles, vous pouvez aller sur snapquebec.org, faites votre marque. Il y a une cartographie interactive que vous pouvez utiliser pour vous familiariser là, avec les territoires publics. Toutes les données qui sont affichées sur cette carte-là sont issues de données publiques qui sont aussi accessibles à vous. Donc, si vous avez des capacités géomatiques là, à l'interne, vous pouvez aussi vous les approprier et les utiliser à partir du site de Données Québec. Donc, pour l'appel à projet, il y a 2 grandes étapes. Et pour le dépôt lui-même, il y a aussi 2 grandes étapes. Donc, d'abord, on doit agir en tant que porteur de projet et délimiter une portion de territoire public à protéger. Donc, ça, c'est la première condition. On doit délimiter un projet. Ensuite, on remplit et on soumet le formulaire en ligne ou par la poste. Donc, ce formulaire-là va vous demander de décrire brièvement et selon vos connaissances le territoire visé, les raisons pour lesquelles ce territoire devrait être protégé, les impacts socio-économiques positifs et négatifs potentiels du projet, et vous pourrez joindre au besoin des documents complémentaires. À la suite du dépôt, vous allez recevoir un accusé de réception de la part du MLCCFP qui va comprendre un rapport de votre dépôt dans les 10 jours ouvrables. Ensuite, et ça c'est un point important, vous devrez transmettre votre projet à la MRC ou au MRC concerné pour obtenir une résolution d'appui à l'analyse du projet par le gouvernement. Donc, rentrons tout de suite. Ça, c'est la deuxième grande étape de dépôt. Donc, suite au dépôt, les porteurs de projet doivent transmettre leur projet à la ou au MRC concerné. Donc, ça, c'est une exigence du gouvernement pour pouvoir passer aux prochaines étapes. Donc, c'est important, là, le petit encadré en italique à droite. Donc, à l'étape actuelle, ce n'est pas une résolution qui appuie le projet lui-même. C'est vraiment un appui à la démarche, donc un appui à ce que le projet poursuive son analyse.
Donc, ce n'est pas un engagement de la MRC ou des MRC à appuyer le projet en tant que tel. C'est à noter aussi que la résolution est requise autant pour les projets continentaux, donc terrestres et eau douce, que les projets marins et côtiers. On a un modèle de résolution d'appui qui est disponible en ligne à l'adresse du site de la SNAP. Et une autre information importante aussi à noter pour les porteurs de projets issus des Premières Nations. Évidemment, l'obtention d'une résolution d'appui de la MRC n'est pas requise, mais c'est remplacé par l'obtention d'une résolution d'appui du conseil de bande ou du conseil d'administration de l'organisme autochtone concerné. Pour toute question à ce sujet-là, vous pouvez écrire à l'adresse qui est identifiée en bas de la diapositive et qui va aussi être mise dans le chat. Donc, conservation@iddpnql.ca. Je pourrais y revenir, mais l'IDDPNQL joue un rôle similaire à la SNAP, mais ciblé pour les communautés autochtones dans le contexte de l'appel à projet. Ensuite, on rentre dans le calendrier sommaire d'appel à projet. Donc, on est vraiment dans la section, là, actuellement, nous, la SNAP, on va s'impliquer uniquement dans les sections qui sont surlignées. Donc, dans le dépôt de la projet et dans l'obtention de la résolution d'appui. On a un rappel des dates importantes. Donc, on voit ici le 15 octobre, c'est vraiment la date butoir pour déposer les projets. Tandis que pour l'obtention de la résolution d'appui, on a jusqu'au 29 novembre. Ce qui veut dire qu'à partir du 15 octobre, les MRC qui le souhaitent pourront avoir une vision d'ensemble de tous les projets qui vont être déposés sur leur territoire et auront une période d'à peu près 6 semaines pour procéder à des résolutions d'appui en bloc, par exemple, pour ces projets-là. Donc, ensuite, on rentre dans une préanalyse gouvernementale où il y aura une hiérarchisation des projets qui va mener aux concertations régionales. Donc, vraiment, on a un timing entre le dépôt des projets et les concertations régionales où on peut venir bonifier les propositions, les projets, on peut aller chercher des appuis supplémentaires, caractériser le territoire, par exemple, ce genre de choses-là. Donc, aller chercher des données supplémentaires, tout argumentaire supplémentaire peut être fait. On peut aussi aller chercher d'autres appuis de la part d'acteurs du milieu qui pourraient être intéressés par le projet. Au moment des concertations régionales, tout le monde aura l'occasion de s'exprimer sur le projet lui-même. Et donc, vraiment, tout le monde va être invité à venir s'exprimer. Ensuite, aura lieu une analyse gouvernementale finale des projets qui va mener à leur mise en réserve à l'horizon de 2027. Donc, quand on parle de mise en réserve, c'est un statut transitoire qui assure là, que le territoire, en ce moment-là, est protégé des pressions. Ensuite, si on va faire un tour du côté du formulaire de dépôt de projet. Donc, je vais arrêter le partage rapidement. Je vais me diriger vers cette adresse-là ici, québec.ca, appel à projet aire protégée. Donc, voici là où on atterrit quand on suit ce lien-là. Donc, sur cette page-là, vous allez trouver une quantité importante d'informations. Donc, toute question là, que vous pourriez avoir pourrait être répondue ici. Ensuite, on a aussi des informations importantes pour savoir avec qui communiquer. Notre adresse ici pour l'équipe de mobilisation est identifiée avec notre numéro ainsi que les DPNQL. Et il y a aussi l'adresse postale et courriel des représentants du ministère de l'Environnement. Je me permets aussi d'attirer votre attention sur le formulaire ici. Donc, si vous voulez avoir accès au formulaire en format Word, c'est possible. Ça permet, entre autres, d'avoir une vision d'ensemble du formulaire, de remplir d'avance pour ensuite aller porter ça sur la version web du formulaire. Donc, ça peut être pratique là, pour partager des données. Si on monte, une autre information aussi qui est intéressante sur ce site-là, je vous parlais tout à l'heure des statuts d'aire protégée. Si vous cliquez sur ce lien-là, vous allez trouver une description des statuts avec beaucoup plus d'informations qui a été partagée aujourd'hui. Donc, je reviens ici. Donc, on va aller vers le formulaire web. Le lien vers le formulaire web est juste ici. Et on va remplir un projet factice. Donc, je vais faire comme si je remplissais un projet avec vous. Ici, on a un rappel des dates importantes, des informations importantes aussi par rapport à la résolution des MRC, etc. Ensuite, ici, plusieurs informations à savoir puisque il y aura des données personnelles à fournir. Donc, là, c'est simplement une validation que vous avez bien compris ça. Et une chose importante à faire pour le dépôt, on doit avoir un répondant. Donc, moi, dans le contexte ici, pour l'exemple, je vais m'identifier comme répondant. Et je vais identifier la SNAP Québec. Et l'adresse courriel, je vais mettre « Faites votre remarque ». Parfait. Et pour le besoin de la rapidité, je ne vais pas mettre de numéro de téléphone. Ensuite, on arrive sur cette page-là, les informations générales du projet. Donc, on doit d'abord donner un nom à son projet. Je vais y aller avec « Faites votre marque ».
Ensuite, tout de suite, localisation du projet. Comme je vous disais, il faut absolument délimiter un territoire. Donc, ici, vous aurez un rappel de comment utiliser l'outil cartographique. Et d'emblée, je vous amène dans l'outil cartographique. Donc, on peut ignorer ça, ce n'est pas un problème. On peut agrandir la carte d'emblée pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Là, c'est certain qu'avec le partage actuel, bon, déjà, ça load quand même bien, mais avec le partage, ça peut être plus compliqué. On voit que les territoires privés sont identifiés facilement en rouge sur la carte. Donc, vraiment, là, je rappelle que c'est le territoire public qui est d'intérêt pour l'appel à projet. Donc, si je vais tester à peu près n'importe où pour faire quelques tests, vous montrer un peu plus l'outil, c'est important, on doit délimiter un projet dans le contexte, même si vous avez des données que vous voulez fournir en appui. Par exemple, je délimite mon projet. La délimitation peut être approximative, mais je dois quand même le faire. Donc, par exemple, que c'était mon projet. Une fois que j'ai terminé la délimitation, je viens cliquer sur Terminer et j'ai ma forme qui est apparue. Je peux toujours revenir modifier cette forme-là, ajouter des points si je veux, l'agrandir, la modifier comme j'en ai envie. Quand j'ai terminé, je reviens cliquer sur Terminer et je peux sortir du mode plein écran. Advenant que j'avais un projet, par exemple, de connectivité et je veux avoir plusieurs terres publiques ciblées qui sont séparées par des terres privées ou quoi que ce soit, ben, je pourrais venir ici identifier un autre secteur. Donc, je fais le même processus. Je rentre dans la carte, je viens identifier un autre secteur et je pourrais l'ajouter à ma demande aussi. Donc, pour les besoins de l'exemple, ce n'est pas nécessaire. Donc, je vais supprimer ce deuxième territoire. Donc, on voit que mon territoire qui a été délimité est encore là. Ensuite, je rentre dans les objectifs de conservation. Donc, c'est très simple, c'est des menus déroulants. On vient choisir ce qui nous intéresse dans les objectifs de conservation qui sont disponibles. Donc, pour l'exemple, je vais mettre espèces animales ou végétales d'intérêt. On peut en mettre jusqu'à 3. Donc, viser à hiérarchiser ces objectifs-là selon l'intérêt du projet. Et ça peut être assez vaste, là, ce qu'on peut faire valoir comme objectif de conservation. Ensuite, on rentre dans le statut d'aire protégée envisagé. Ici, on a tous ceux qu'on a vus tout à l'heure. Donc, on a les 6 statuts d'aire protégés qu'on a vus tout à l'heure rapidement. Mais on a aussi d'autres statuts qui peuvent être intéressants, qui sont plus ou moins des statuts, mais qui sont plus des options. Donc, par exemple, agrandissement à une aire protégée existante. On aurait aussi autre. Donc, si vous êtes très ferreux, plus ferreux que moi en statut d'aire protégé, vous pourrez peut-être vous lancer là-dedans. Ensuite, vous pouvez aussi aller de l'avant avec multiples statuts, à préciser dans les zones de texte ci-dessous. Mais par exemple, si on a un noyau de conservation qui est plus strict, avec une zone tampon au pourtour, c'est possible de le faire là, avec de multiples statuts. Tout dépend là, de l'objectif et du régime d'activité que vous voulez faire sur le territoire. Et important aussi, on peut toujours mettre ne sait pas. Donc, c'est facultatif d'identifier un statut d'aire protégé à l'étape actuelle. Pour rappel, on recommande de passer par la réserve de biodiversité et la réserve marine, sauf avis contraire là, pour un projet très particulier. Dans mon cas, je vais mettre réserve marine puisque je suis dans un milieu marin. Et ensuite, je dois décrire mon projet. Donc, pour l'instant, ici, je vais simplement mettre certaines informations juste pour pouvoir passer à la prochaine fenêtre. Donc, je vais ensuite justifier la protection du territoire. Et j'ai l'option de décrire les impacts sociaux et économiques potentiels positifs et négatifs liés à la protection du territoire visé. Cette description-là, à l'étape actuelle, peut être très sommaire. En tout cas, ce genre de définition-là peut être très onéreuse, très complexe. Donc, à l'étape actuelle, on a des ressources sur le site de la SNAP qui peuvent vous aider, des références qui peuvent vous aider à bâtir cet argumentaire-là. Mais ça reste quand même assez sommaire. Si on passe à la prochaine étape, on a presque terminé. On est invité ici à joindre des documents complémentaires si on le souhaite. Il n'y a pas de limite sur le nombre de documents qu'on peut joindre, mais on ne doit pas dépasser 10 mégaoctets par document. Donc ensuite, on a certaines informations qui nous rappellent les dernières informations et on a juste à cliquer sur Envoyer. Et voilà, on a envoyé notre projet d'aire protégée. On va recevoir tout de suite un accusé de réception suivi d'un accusé de réception qui confirme avec un rapport dans les 10 jours ouvrables. Ça fait le tour pour le formulaire. Donc, c'est assez simple à l'étape actuelle. Je vais repartir la présentation PowerPoint. Donc, si on continue, le rôle de la SNAP Québec, donc je vais juste préciser rapidement le rôle de la SNAP Québec dans le contexte de l'appel à projet.
Pourquoi déjà la SNAP Québec est impliquée dans l'appel à projet? Mais la Société pour la nature et les parcs, section Québec, donc SNAP Québec, est un organisme à but non lucratif dédié à la protection de la nature. On est un groupe porteur de solutions. On se base sur les meilleures données scientifiques disponibles. On travaille dans l'atteinte d'un réseau robuste de territoires protégés et à la bonne gestion des aires protégées existantes. Notre organisation valorise l'importance de l'accès à la nature et la pratique des activités traditionnelles dans les territoires protégés. Donc, la connexion à la nature, c'est important ça fait partie de notre mission. Donc, la SNAP Québec là, développe depuis plusieurs années son expertise en protection du territoire public. Puis, à travers des initiatives récentes comme Plein Air, qui visent à financer et accompagner les porteurs de projets, autant des municipalités que des groupes citoyens que d'autres organisations, ça a permis vraiment de cimenter là, cette expertise-là. Donc, ASAP a été mandaté là, par le gouvernement dans le contexte de l'appel à projet pour faire la promotion de l'appel à projet, mobiliser les acteurs régionaux autour des opportunités de protection en territoire public et pour accompagner les porteurs de projets qu'ils souhaitent dans leur démarche. Donc, vous avez une description là, un peu plus en détail des 3 mandats. Parmi nos activités de mobilisation, on vise à co-organiser des ateliers de cartographie participative en collaboration avec les acteurs régionaux. Ces événements-là vont se faire en ligne, en présentiel ou en mode hybride et permettront là, aux participants de partager leur connaissance du territoire, puis dans l'idéal, créer des propositions plus solides. Les prochains rendez-vous de cartographie participative auront lieu le 11 juillet en ligne pour la région de Lanaudière et le 18 juillet en ligne également pour la région des Laurentides. On sera également en tournée régionale en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent au courant de la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez nous rencontrer ou pour proposer une présence de la SNAP à un événement ou encore une présentation aux membres de votre organisation. Pour suivre les activités de la SNAP, inscrivez-vous à l'infolettre ou consultez notre site web. On a actuellement une section en construction sur notre site qui permettra d'être informé des événements à venir. Évidemment, nous sommes également disponibles là, pour toute demande d'accompagnement. On a un accompagnement ciblé dans le contexte d'appel à projet qui se décline en quelques rencontres pour vous appuyer autant dans l'idéation, dans la consolidation de votre projet que aussi l'obtention, la résolution d'appui des MRC. Rappel aussi, l'IDD-PNQL remplit un rôle similaire à la SNAP, mais spécifiquement pour les porteurs de projets issus des Premières Nations. Je vous présente rapidement l'équipe de mobilisation de la SNAP Québec. Donc, on est séparés, les chargés de projet sont répartis selon les régions applicables à l'appel à projet. Quand vous écrivez un courriel à faites-votre-marque@snapquebec.org, vous écrivez à cette équipe-là. Et nous, on se répartit les courriels en fonction des régions. On est aussi appuyé par une équipe spécialisée en communication et en conservation marine et bioculturelle dans le contexte de l'appel à projet. Finalement, je vous présente les ressources disponibles actuellement. Ça, c'est hors de l'accompagnement, donc c'est outre l'accompagnement. Il y a d'autres ressources qui sont disponibles. À gauche, tout ce qui est disponible sur le site de la SNAP Québec, tandis qu'à droite, c'est tout ce qui est disponible sur le site du gouvernement. Donc, n'hésitez pas si vous avez des suggestions à nous faire pour des outils dont vous aurez besoin qui ne sont pas couverts actuellement. N'hésitez pas à nous écrire pour ça. Également, cette liste-là, ça inclut uniquement les outils qui ont été créés spécifiquement dans le contexte d'appel à projet. Donc, il y a plusieurs autres ressources disponibles en ligne qui peuvent vous appuyer dans la délimitation et l'argumentaire de votre projet d'aire protégée. Pour rappel, pour clarifier aussi, puisqu'on est quand même plusieurs partenaires dans l'appel à projet, donc la SNAP Québec, contactez-nous si vous avez des besoins pour de l'accompagnement ou des questions en lien avec la mobilisation. Pour toute question technique en lien avec le dépôt de projet et les projets déposés, donc là vraiment, s'il y a des problèmes techniques ou des projets qui ont déjà été déposés, si vous voulez racheter des documents, ce genre de choses-là, l'adresse courriel du gouvernement est ici. Et sinon, pour de l'accompagnement des porteurs autochtones, on a l'IDD-PNQL. Et pour toute question concernant les APIA, donc les aires protégées d'initiatives autochtones, vous référez au MLCCFP avec l'adresse courriel spécifique. Merci à tous d'avoir participé, de vous être joints à nous pour ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter via les différentes adresses courriels qui sont disponibles pour l'appel à projet. N'hésitez pas non plus à consulter les sites web des différents organismes. Donc, on reste disponible pour autant vous rencontrer sur le terrain que pour vous accompagner dans vos dépôts et vos démarches. Donc, merci et au plaisir.